J'ai demandé à Jocelyn Lachance de bien vouloir nous retrouver. Voilà. Alors, oui, le temps de nettoyer un petit peu la table, mais très bien. Allons-y. Alors, pour enchaîner avec l'intervention de Jocelyn Lachance, intervention qui s'intitule « Les jeunes dans leur rapport aux autres à l'ère numérique ». Alors, c'est peu dire sans doute que de dire que l'usage du numérique a transformé et continue de transformer les rapports que les enfants et les adolescents, les jeunes, nouent et entretiennent avec les autres, qu'il s'agisse de leurs amis, de leurs copains ou de leurs parents, de leur famille. Sans compter les effets du temps consacré à l'usage des écrans. La médiation de la relation par l'usage de l'écran et par les technologies qui lui sont liées constitue en soi une étonnante transformation du rapport aux autres et du rapport au monde. Quels sont donc les enjeux de cette transformation? C'est cette question, cette réflexion que Jocelyn Lachance vient ouvrir et développer avec nous cet après-midi. Il est maître de conférences en socio-anthropologie à l'université de Pau et des Pays de l'Adour. Merci. Merci pour cette présentation. Donc c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, d'autant plus que, comme on le sait, ces occasions sont de plus en plus rares. Les annulations se multiplient. Et moi, je voulais tout d'abord, au-delà du fait de remercier les organisateurs de m'avoir invité, merci d'avoir tenu bon, merci d'avoir réalisé cet événement, puisque je pense que nous prenons tous conscience de façon brutale que ces moments de rencontre sont très importants. Peut-être que lorsque c'est une évidence, on l'oublie un peu. Je pense que maintenant, on s'en rend compte de façon un peu plus évidente. Donc, merci d'avoir tenu cette journée et merci d'être là et de vous être déplacé. Alors, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'étudie depuis plusieurs années, hein, l'adolescence au sens large, tout d'abord, et puis ensuite, je me suis intéressé aux technologies de l'information et de la communication. Alors oui, je suis d'origine québécoise, hein, si vous n'aviez pas remarqué. Alors, ça fait quand même 17 ans que j'étudie les adolescents en France. Bon, ce qu'on fait, en fait, c'est tout simple, hein, on fait des entretiens avec les adolescents et on s'intéresse au sens qu'ils donnent à leur comportement. Et puis, évidemment, au fil des années, même sur un sujet comme les technologies de l'information et de la communication, on a toujours des surprises, même lorsqu'on a fait 1, 10, 20, 100 entretiens, on est toujours surpris par le sens que les adolescents donnent à leur propre comportement. Et on peut, j'ai envie de dire, mesurer tout l'écart entre ce que l'on croit être vrai pour eux et ce qui est vrai pour eux. Et ça, c'est assez intéressant, je pense, pour nous, quand on intervient auprès de ces jeunes, de mesurer cet écart. Je vous donne un exemple très concret qui est lié à l'actualité et au COVID. Bon, comme vous le savez, il y a eu un confinement, et donc les étudiants, évidemment, ont été quelque peu isolés. Ils ont été obligés de suivre des cours à distance. Et vous savez, il y a beaucoup de collègues qui étaient surpris de se rendre compte que ça n'arrangeait pas du tout les étudiants, en fait. Et vous voyez, j'avais beaucoup de collègues qui côtoient ces jeunes étudiants depuis des années, parfois des décennies, et qui étaient surpris de réaliser que les étudiants, de façon très, très majoritaire, ne voulaient pas d'enseignement à distance, ne voulaient pas être derrière un écran. Qu'ils nous disaient lors de retour, vous savez, quand on vous regarde sur un écran, on n'apprend pas de la même manière. On préfère être là devant vous. On aime être avec nos amis, on aime pouvoir leur parler. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un fait lié, j'ai envie de dire, à l'actualité. Mais vous savez, lorsqu'on fait des grandes enquêtes quantitatives et qu'on demande aux adolescents, préférez-vous être en face-à-face avec vos amis ou préférez-vous être derrière l'écran et vos téléphones? Eh bien, la réponse, elle est toujours très majoritairement du côté du face-à-face. Et ça, c'est important de s'en souvenir parce qu'on peut émettre l'hypothèse que la connexion, la plupart du temps, des adolescents, elle se fait par défaut.
C'est-à-dire, elle se fait dans des moments où soit ils ne peuvent pas être en face-à-face, ou soit la médiatisation par une technologie de l'information et de la communication permet de dire quelque chose qui ne peut être prononcé directement. Et ça, je pense que c'est important de s'en souvenir, et c'est ce qu'on essaiera de voir. Je vous donnerai quelques exemples qui nous donnera évidemment à méditer. Alors, je vais parler de deux choses, hein. Je vais parler des bonnes pratiques et de la bonne distance. Alors, les bonnes pratiques, c'est ce que l'on croit bon ou non pour les adolescents hein, qui vont utiliser ces technologies. Et vous savez, moi, il y a toujours quelque chose qui me fascine, c'est qu'on prend, comment je pourrais dire, on prend le fait que les adolescents et les adolescentes utilisent les technologies de l'information et de la communication comme une évidence. Comme si c'était évident le fait qu'ils sont intéressés par ces joujoux technologiques. Moi, je suis de ceux qui pensent que peut-être que ces technologies sont tombées au bon moment. Hein, je vais m'expliquer. Je vais me permettre un anachronisme. Est-ce que les adolescents auraient eu le même rapport à ces technologies si ces technologies étaient apparues il y a 100 ans? Alors, je me permets un anachronisme. Est-ce que les parents auraient eu autant de difficultés à interdire l'accès lorsque ça ne les arrange pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait permis certains comportements? Est-ce qu'on aurait négocié avec eux leurs usages? Alors, tout de suite, cet anachronisme nous permet d'interroger le fait que peut-être que c'est le contexte plus global qui fait que les technologies de l'information et de la communication sont utilisées d'une certaine façon par les adolescents. Et là, je vais développer un aspect parmi d'autres. Alors, vous travaillez avec des jeunes et vous le savez très bien, on ne devient pas adulte. Si on devient adulte, on ne devient pas adulte comme il y a 10, 15, 20, 30 ans, même 40 ans ou 50 ans. Les choses ont changé. Et si j'avais à mettre des mots sur ce qui a changé, mais vous me direz hein, si vous êtes d'accord ou non, c'est qu'on est passé quelque part d'une société du projet déterminé pour les jeunes à une société qu'on appelle de l'expérimentation. Hein? C'est-à-dire que, grosso modo, il fut une époque où on décidait quelque part des grandes trajectoires que les jeunes devaient prendre. Hein? Le modèle familial, le modèle de travail, c'était assez rigoureusement prescrit par les adultes. Et à un moment donné, on est tombé dans un autre registre qu'on connaît très bien, c'est celui de l'expérimentation. Alors, l'expérimentation, qu'est-ce que c'est? L'expérimentation, souvenez-vous, c'est faire des tests, c'est faire des essais, c'est tenter des choses, c'est être dans l'incertitude. Hein? Et face à l'incertitude, on va tenter des choses, on va faire des expériences, et ensuite on va tranquillement faire des choix, peut-être les stabiliser, peut-être revenir sur nos décisions. Et l'expérimentation fait en sorte que les jeunes avancent tranquillement, mais sûrement, sur le chemin de l'autonomisation. Le problème, et ce qu'on dit peut-être moins, c'est que l'expérimentation change complètement le rapport à l'autre. Change complètement le rapport à l'autre. Vous faites une expérimentation parce que vous êtes dans l'incertitude. Vous avez une incertitude sur qu'est-ce qu'une vie de couple, sur qu'est-ce que la sexualité, sur qu'est-ce qu'être la féminité ou la masculinité. Vous avez des questions. Vous faites une expérimentation. Par exemple, vous adoptez un style vestimentaire ou vous prenez une photo de vous-même. Le problème, c'est que l'expérimentation laisse les adolescents dans l'incertitude. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'expérimentation va amener les jeunes à être de plus en plus en quête de regard de l'autre. Mais attention, en quête du regard de l'autre, dans une temporalité beaucoup plus courte que celui ou celle qui est dans une temporalité du projet. Hein? Souvenez-vous, le projet, vous attendez un applaudissement de ceux qui vont vous reconnaître au moment où vous avez atteint votre but. Je veux devenir artiste, je veux devenir avocat, je veux fonder une famille. Bravo, tu as atteint ton but, on peut maintenant te reconnaître comme tel. Mais lorsque vous êtes dans une société de l'expérimentation,
Vous êtes dans l'incertitude au moment même où vous tentez votre expérience. Et donc, le regard de l'autre est attendu comme une forme de validation ou d'invalidation. Alors, vous comprenez que ce rapport à l'expérimentation transforme le rapport au regard de l'autre, puisque le regard de l'autre est attendu probablement à chaque fois qu'une expérimentation est mise en scène. Ce que je vous raconte ici a été théorisé il y a plus de 20 ans. C'est-à-dire que le devenir adulte à travers l'expérimentation a été théorisé il y a 20 ans. C'est-à-dire depuis une vingtaine d'années, les sociologues disent « les adolescents avancent sur le chemin de l'autonomisation par l'expérimentation ». Et comme par hasard, lorsque les technologies de l'information et de la communication sont apparues, ils ont été massivement investis par les adolescents, les plus jeunes entre autres, comme des outils pour faire des expérimentations et trouver des nouvelles formes de validation et d'invalidation. Voici ce que je crois être une fille. Voici ce que je crois être un garçon. Voici ce que je pense de la politique actuellement. Voici mes opinions, etc., etc., etc. Et une grande partie des usages des plus jeunes tourne autour de cette logique de mise en forme d'une expérimentation, validation, invalidation, like, commentaire. Alors, vous avez compris, c'est qu'on peut imaginer que ce sont les modalités du devenir adulte contemporaine qui mènent à certains usages et pas nécessairement Facebook, Instagram, TikTok ou Snapchat qui a créé une façon d'être au monde. Hein, c'est plutôt, j'ai envie de dire, des amplificateurs qui rendent visibles certaines choses. Et l'un des problèmes que l'on a, évidemment, c'est que les expérimentations que les adolescents faisaient il y a 20 ans laissaient des formes de traces très éphémères qui pouvaient disparaître. Et aujourd'hui, évidemment, en tant qu'adulte, on doit composer avec ces traces. Mais attention, la production de traces n'indique pas exactement le sens qui peut se cacher derrière ces formes de mise en scène ou de prise de parole ou d'exposition de soi. Alors, vous voyez le problème qui se pose à nous, c'est que vous êtes face à des contenus, vous êtes face à des manières de s'exposer, à des prises de position, mais le contexte est absent. Et c'est ça qui est le plus difficile pour nous, en tant que chercheurs ou en tant que professionnels, c'est qu'on est en permanence face à des fragments de situations. On est face à des fragments de situations, et sans une recomposition sérieuse du contexte, eh bien, c'est très, très difficile d'avoir accès au sens. Et donc, c'est très, très difficile de pouvoir intervenir justement sur le comportement. Vous voyez, je prends l'exemple ici du regard. Alors, la question qui se pose, mais quel regard? Quel regard est interpellé? Est-ce que c'est parce qu'on voit une publication en ligne qu'on sait à qui s'adresse l'adolescent ou l'adolescente? Est-ce que le contenu nous indique vraiment quelque chose sur le sens profond de ce qui est caché derrière? Et comprenez, il y a une attitude à avoir d'être très méfiant face à soi-même parce que même lorsqu'on fait des études et qu'on passe son temps à interroger des ados, eh bien, à chaque fois qu'on leur demande qu'est-ce qui se cachait derrière, on a des grandes surprises. Exemple. Question à une jeune fille de 14 ans. As-tu déjà pris un risque avec un selfie? Alors, je dis cette question, et là, tout de suite, la machine à interprétation est en route. Hein? Et là, tout le monde, on commence à faire des hypothèses. Et là, on a nos hypothèses. Bon, je vais tester quelque chose, pour l'avoir fait quand même quelques fois. Il y a deux grands groupes d'hypothèses qu'on me dit. La première, c'est elle a pris un selfie au bord de l'autoroute et une voiture est passée tout près. Vous voyez la catégorie des possibilités d'accident. Ça peut être une interprétation que vous avez eue. Et l'autre, peut-être plus probable, c'est à qui elle a envoyé son selfie et qu'est-ce qu'il y avait sur cette photo. Est-ce que c'était compromettant? Alors moi, en tant que chercheur, j'ai ces catégories aussi, hein? Et la jeune fille me répond « Ah oui, j'ai déjà pris un risque avec un selfie. » Elle me dit « La première fois que j'ai pris un selfie en public. » Et voilà, moi j'ai fait pareil un peu. Je fais « Ah oui. »
Ouais, et là, j'interroge la jeune fille, elle dit oui, oui, parce qu'elle dit quand j'ai pris le selfie, j'ai osé le faire à côté de mes amis et montrer que j'avais autant de valeur qu'elle. Et en fait, pour moi, ça a été un geste vraiment difficile parce que j'osais le faire pour la première fois. Alors, vous voyez, là, je ne suis pas en train de dire évidemment que toutes les jeunes filles qui font des selfies voient une prise de risque dans ce moment, mais ça nous enseigne quelque chose, c'est que la quête du regard dont je vous parle et le sens ne se situent pas toujours où on l'attend. Et souvent, on a des surprises de ce type. Et je trouve qu'ici, c'est un assez bon exemple. Une des façons de faire, c'est évidemment de toujours mettre en parallèle ce qu'ils vont vivre dans les espaces physiques et les espaces numériques. Évidemment, ceux qui travaillent sur ce sujet vont très rarement utiliser virtuel, du moins dans le monde de la sociologie. Je le sais que ça peut être utilisé dans d'autres champs. Et bon, c'est pas exactement la même définition, et c'est très bien, mais on va dire espace numérique, espace physique, pour les mettre pas sur un pied d'égalité, mais pour les mettre sur un pied de complémentarité. Et parfois, on fait des enquêtes, et puis, par exemple, on se rend compte qu'une jeune fille ou un jeune garçon va publier une photo en ligne, sur un mur, sur un fil d'actualité, et que là, il y a des commentaires qui, en 1 minute, s'accumulent. « Ah, c'est beau, c'est bien, c'est super, etc. » Et ça s'accumule, et ça s'accumule, ça s'accumule. Et là, on fait « Quoi, en 2 minutes? » Tout le monde a dit « Wow, c'est super! » Et tout le monde... Et là, on est de l'extérieur et on se dit « Société de l'instantanéité. Hyperconnexion. Les jeunes sont toujours branchés, toujours à l'affût. Ils sont jamais dehors. Ils prennent jamais les transports. Ils sont toujours sur leur téléphone. » Et là, on va dans la cour d'école le lendemain, pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez mis une photo et puis tout le monde a liké. Et là, on découvre des choses parfois, comme ce fut le cas dans une enquête, où la personne qui a publié sur le mur nous explique que pendant toute la semaine précédente, la personne avait négocié les likes en amont. Alors, évidemment, sur ce cas, on peut questionner le troc du like, je suis d'accord, mais on n'est pas dans l'instantanéité, on est dans une stratégie déployée dans le temps. Et vous voyez, c'est un autre exemple pour vous rappeler à quel point il faut se méfier parce qu'on est très, très souvent dans le malentendu. Alors, ce n'est pas une façon de faire l'apologie des technologies de l'information et de la communication, pas du tout, mais c'est juste une façon de rappeler que le sens, on le détient très rarement parce qu'on n'a pas les éléments du contexte. Et je pense qu'on a tous un devoir, lorsqu'on travaille auprès des jeunes ou qu'on est chercheur, de faire attention, d'être méfiant par rapport à cette reconstitution de sens, puisqu'on risque de diffuser des lieux communs. Je donne un autre exemple avant de passer à la bonne distance. Depuis quelque temps, on travaille sur les nouvelles formes d'engagement chez les jeunes. En fait, on fait une comparaison entre l'engagement chez les étudiants du travail social et on compare leur engagement ou leur définition de l'engagement avec des jeunes impliqués dans ce qu'on pourrait appeler, au sens très large, le mouvement écologiste. Alors, on regarde un peu ce qu'ils font et attention, ces jeunes qui participent sont des jeunes qui se disent engagés. Et à un moment donné, au cours d'un entretien, on discute des questions d'écologie. On dit « Ah oui, est-ce que tu parles de ton engagement sur Internet? Tu veux dire sur les réseaux sociaux, tu veux dire sur Instagram ou sur... Oui, est-ce que tu... Ah, non, je le fais pas, moi. Bon, ça ne veut pas dire que tout le monde ne le fait pas, mais certains ne le font pas. Et là, mais attends, tu es engagé, tu te dis engagé, tu as 17 ans et tu n'oses pas dire que tu es écologiste sur Internet. Ah oui, oui. Mais pourquoi? Alors, vous savez ce qu'on nous raconte? On nous raconte 3 choses. La première chose, c'est « Ah, mais j'ai pas envie le lendemain d'aller au lycée et de devoir raconter tout ça et d'être confronté à ceux qui ne sont pas d'accord avec moi et de devoir me battre au quotidien. » L'autre chose qu'on nous raconte, c'est mais tu sais, dans mon groupe, les écolos, c'est mal vu, hein?
Donc, je n'ai pas envie d'être exclu. Et l'autre chose qu'on me dit, c'est, tu sais, moi, je pense à ma carrière professionnelle, hein. Si j'affiche trop clairement que je suis écolo, je risque quand même de me mettre à dos des futurs employeurs. Alors, très intéressant, parce que qu'est-ce que ça nous dit? Regardez une fois de plus, l'usage des réseaux sociaux ici est intimement lié à l'identité. Les freins à l'engagement, à l'exposition de l'engagement, sont liés intimement à l'identité. Et depuis 15 ans qu'on suit des adolescents, et c'est récurrent, c'est toujours des questions liées à l'identité qui expliquent des formes d'exposition ou des formes de dissimulation, comme dans le cas de ces jeunes engagés en faveur de l'environnement. Alors, vous avez compris, la première chose dont je vous parle, c'est vraiment cette nécessité de sortir du mythe de l'insignifiance. C'est-à-dire de changer, si ce n'est pas encore fait, de changer votre point de vue en vous disant « il y a du sens même derrière ce que je crois être parfaitement insignifiant ». Et ça, je sais que ce n'est pas facile lorsque c'est des questions comme le selfie ou les téléréalités ou des jeux vidéo dont on ne comprend absolument rien. Mais partons de l'hypothèse qu'il y a du sens, et comme ça, on sera de moins en moins nombreux à se discréditer soi-même comme interlocuteur potentiel. Hein? Parce que, comme je le dis des fois un peu à la rigolade, si le soir vous êtes dans votre cuisine en disant « oh, c'est con ces jeux vidéo, c'est con les jeux vidéo, c'est con, c'est con, c'est con », vous avez le droit. Mais il ne faut pas se surprendre si l'adolescent ou l'adolescente ne va pas vous confier le sens intime caché derrière sa pratique numérique. La bonne distance. La bonne distance, c'est être connecté ou non, être attaché ou non, être capable de prendre ses distances ou non. Ça pose la question, évidemment, de l'implication, non seulement entre ados, mais de l'implication des adultes face aux ados, parce qu'on le sait maintenant, les enfants et les adolescents sont maintenant connectés par leurs parents. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une première génération qui a été connectée par le travail. Hein? Peut-être que certains d'entre vous ont été forcés d'être connectés à cause d'impératifs liés au monde professionnel. D'autres ont été connectés par leurs amis. C'était plus un peu ma génération. Sur le tard, on était un peu connectés sur Facebook pour ne pas perdre de vue ces réseaux de sociabilité. Et aujourd'hui, bien entendu, les enfants et les adolescents sont connectés par leurs parents qui leur achètent premier smartphone, première tablette, et qui sont parfois parmi les premiers contacts dans leur petit téléphone. Il y avait une enquête récemment qui montrait que pratiquement autant de jeunes enfants veulent être connectés pour pouvoir garder contact avec leurs parents. Ah, merci. Je le tenais au bout. C'est mieux comme ça. Vous voyez, ça crée un espace intermédiaire. Hein? On n'aurait pas pu le dire autrement. Si, j'aurais pu. Oui, vous auriez pu quand même. Voilà, peut-être qu'on aurait pu le faire différemment. La question de la bonne distance, on a essayé de la théoriser à travers un concept, c'est celui de pacte de connexion. Le pacte de connexion. Alors, qu'est-ce que le pacte de connexion? Le pacte de connexion, nous en avons tous plusieurs. C'est-à-dire que c'est le contrat plus ou moins explicite que nous passons avec chaque personne qui nous est proche ou qui nous est significative. Hein? C'est-à-dire que dans ce pacte, on détermine à peu près la fréquence espérée ou attendue des échanges, mais aussi le délai attendu de réponse. Hein? Le pacte de connexion est généralement très, j'ai envie de dire, différent au gré des personnes qui nous entourent. Hein? Je vais le dire de façon un peu humoristique. Si Nathalie répond après 2 jours à mon texto, je ne m'inquiète pas parce que Nathalie, bon, elle est comme ça, son téléphone n'est pas à côté d'elle tout le temps. Et après 3 jours, je m'inquiète. Mais Robert, par contre, si j'envoie un texto à Robert et qu'il ne répond pas après 10 minutes, là, je commence à m'énerver parce qu'il doit y avoir un drame qui est arrivé et la machine à interprétation est mise en route. Alors, pacte de connexion. Alors, le pacte de connexion, pourquoi on a pensé à ça? Parce qu'à un moment donné, on a fait une enquête sur le voyage.
Et c'était très intéressant parce que on se rendait compte que les plus jeunes de l'enquête qui voulaient partir en voyage initiatique devaient faire un pacte, non pas de connexion, mais un pacte de déconnexion. C'est-à-dire qu'ils devaient renégocier avec leurs parents le droit à la déconnexion. Et je me souviens d'un jeune qui voulait partir, d'ailleurs, il voulait traverser le Canada, et il me disait, mais non, mais moi j'avais décidé de partir sans téléphone. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, finalement, je suis parti avec un téléphone que j'ai laissé se décharger dans mon sac. D'accord? Et je dis, mais pourquoi tu es parti avec le téléphone, finalement? Il dit, en fait, en toute honnêteté, après avoir discuté avec mes parents, ils m'ont fait suffisamment peur pour que je l'amène. Alors, on était curieux, on s'est dit, mais finalement, c'est une expérience de séparation qui est médiatisée par la connexion. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas aller vérifier dans les autres expériences de séparation? Et donc, évidemment, ben là, je ne vous apprends rien parce que vous en faites l'expérience. On s'est rendu compte que c'est un peu la même logique lorsque les enfants vont passer un premier séjour chez les grands-parents, lorsqu'ils partent en camp de vacances, parfois lorsqu'ils vont chez leurs amis, parfois lorsqu'ils vont à l'école, parfois lorsqu'ils sont en classe, parfois lorsqu'ils ont une pause à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est qu'on se rend compte que l'effort d'autonomisation qui est intimement lié à l'expérience de séparation demande un nouvel effort aux plus jeunes. Hein? C'est-à-dire qu'on voit que la phase de déconnexion face aux parents devient un symbole d'autonomisation. Et évidemment, ça crée des nouvelles formes d'inégalité. Hein? C'est-à-dire que vous avez ceux pour qui c'est super d'avoir un téléphone et de dire, bah voilà, ce soir, je ne réponds pas à papa, maman, ils attendront. Parce que pour eux, ça devient un peu une espèce de symbole très concret de leur prise d'autonomisation. Et de l'autre côté, à l'autre pôle, vous avez des jeunes qui vont intérioriser parfois les craintes de leurs parents jusqu'à les anticiper et à répondre avant même que la demande arrive. Hein? Et donc, vous avez une espèce de nouvelle forme d'inégalité dans ce que la connexion peut faire chez ces jeunes. Vous avez compris aussi une forme de densification du temps qu'on observe. Et évidemment, les parents et les adultes ne sont pas les seuls à y participer, mais je pense que c'est important de réaliser que nous sommes aussi les premiers agents de socialisation de ce monde connecté, hein, surtout quand on parle des adolescents. Je donne l'exemple de la densification du temps, mais c'est un exemple fort pour traduire une tendance. C'est un jeune qui me dit, une fois, qui me dit, mais oui, le soir, je me connecte pour parler avec mes amis, voilà, sur les réseaux sociaux, par SMS, etc. Et j'ai dit, OK, mais j'ai dit, pourquoi le soir, faut encore que tu leur parles? Et il me dit, ouais, mais tu sais, dans la journée, c'est compliqué, hein? Ça va vite, les horaires, on se croise, on n'a pas toujours le temps de se voir. Et puis, tu vois, moi, quand je sors de la classe, la première chose que je dois faire, c'est répondre à mes parents. D'accord. Alors, je ne dis pas que 99,9% des adolescents sont concernés, mais il y a là quelque chose qui nous fait réfléchir sur notre place dans cette hyperconnexion. Hein? On a l'impression que c'est moins l'hyperconnexion qui nous... L'hyperconnexion est dérangeante pour la plupart des adultes, chez les enfants et chez les adolescents, mais pas au prix d'une déconnexion lorsque l'injonction d'être connecté vient d'une figure, entre autres, parentale. J'en suis à peu près où? Parce que j'ai encore un peu de temps, oui. Oui, OK. Ce serait bien que dans 10 minutes, on puisse... Oui, parfait. C'est ça, okay. Je suis dans le top chrono. C'est parfait. Parfait. Je rabote un petit peu. Alors, voyez, donc, la question de la bonne distance pose vraiment cette question de notre implication. Parce que, vous savez, les sociologues, on a fait des erreurs, je pense, au début. C'est qu'on a parlé beaucoup de culture juvénile pour parler du rapport aux technologies de l'information et de la communication. Culture de père, PIRS, culture de père, PIRF. Mais vous le voyez parce que
je suis certain, beaucoup d'entre vous, que je côtoie souvent, vous êtes passé à une autre étape, c'est-à-dire vous parlez aux familles maintenant, c'est-à-dire que vous ne parlez pas qu'aux adolescents, vous parlez aux familles quand vous parlez de connexion ou que vous parlez des technologies de l'information et de la communication, parce qu'il y a des cultures familiales de la connexion aussi. Alors, juste peut-être, je vais finir avec un exemple que je commenterai pour peut-être faire le lien entre bonne pratique et bonne distance. C'est l'histoire encore une adolescente, hein, forcément, qui, elle, me dit, un jour, elle me dit, oui, je me souviens plus comment c'est arrivé, mais elle me raconte qu'elle mettait des photos de soirées festives dans sa story de Snapchat. Donc, quand même semi-public, c'est-à-dire que ça peut quand même être repris par un certain nombre de personnes. Donc, photos de soirées festives, on va dire, entre guillemets, un peu compromettantes au sens que ça peut lui donner une mauvaise image de cette personne. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Alors là, la réponse est un peu surprenante. Elle me dit, mais tu sais, un soir, je suis revenu d'une soirée et je suis arrivé à la maison. Et là, elle me dit, mes parents m'attendaient parce que j'étais un peu en retard. Alors, jusque-là, rien de nouveau. Hein? Les parents attendent, l'adolescente arrive, et là, qu'est-ce que commence? Ce que nous avons probablement tous connu, le rituel d'aveu. Hein? Alors, le rituel d'aveu, je le dis avec humour, mais Foucault en parlait avec beaucoup moins d'humour, et c'est intéressant parce que le rituel d'aveu, c'est une façon de faire intérioriser la norme par une personne en orientant les questions, en lui laissant un certain espace pour pouvoir sauver la face, mais tout en permettant justement cet espace qui permet l'intériorisation de la norme et de sauver la face, qui est quand même très important. Alors, rituel d'aveu, donc quelque chose qui n'est pas très nouveau, mais là, il y a quelque chose de nouveau, c'est que la jeune fille dit, alors ils m'ont dit, mes parents, donne-moi ton téléphone. Donne-nous ton téléphone. Alors, prennent le téléphone, et là, ils savent que leur adolescente prend des photos la plupart du temps quand elle est avec des amis. Ils vont dans le répertoire et commencent à interroger la jeune fille à partir des traces numériques. C'est qui, lui? C'est quoi ça? C'est une cigarette qui tient à la main? Un petit zoom. Ah ouais, moi je suis pas sûr que c'est une cigarette. Ah, c'est quoi derrière? C'est des bouteilles vides? Il y en a beaucoup? Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Bon. Alors, très intéressant parce que ses parents commencent à interroger la jeune fille à partir de ce qui est visible. Alors, je lui demande, je lui dis, mais donc, qu'est-ce que tu as fait après cet épisode? Ben, elle dit, c'est pas très compliqué. Tu sais, maintenant, quand je vais en soirée festive, je fais 2 albums photos. Un pour mes parents et un que je mets sur la story de Snapchat pour que mes amis les récupèrent et les gardent. Ah, très intéressant. Le smartphone, qui était un lieu d'intimité, de stockage de l'information, des souvenirs, a été victime d'intrusion et donc elle change de stratégie pour pouvoir conserver ses souvenirs et paradoxalement, elle l'envoie sur une voie semi-publique. Et vous savez, vous voyez, quand j'ai parlé avec cette jeune, jamais je n'aurais imaginé qu'elle impliquait un épisode avec ses parents et qu'elle expliquait un comportement que moi, de l'extérieur, j'aurais associé à la culture juvénile. J'aurais dit, ben voilà, c'est parce que c'est entre pairs, c'est PAIRS, c'est pour... Et là, elle impliquait, elle expliquait qu'il y avait une relation avec un comportement que ses parents avaient eu. C'est la version soft. C'est la version soft parce qu'il y a d'autres exemples qu'on nous donne qui sont, j'ai envie de dire, un peu plus problématiques parce que vous avez vu dans cet exemple, il y a un début de quelque chose, c'est qu'on remplace lentement la parole par la donnée. Et lorsque des jeunes nous expliquent, par exemple, qu'ils sont rentrés de leur récup de maths alors qu'ils étaient chez leur meilleur ami et que leur père ou leur mère leur demande « T'étais dans ta récup de maths? » Je dis « Bien sûr. »
T'es certain que t'étais dans ta récup de maths? Oui. Certain, certain. Et là, je le dis de façon humoristique, mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment drôle, parce qu'on lui révèle qu'il est géolocalisé, avec des pourcentages qui montent de plus en plus dans les enquêtes. Et il apprend qu'il était géolocalisé à son insu. Et là, il nous dit, ben, j'assume. Disons-le autrement, l'espace de parole est disparu et la donnée s'impose comme un argument d'autorité et ne permet peut-être pas de sauver la face avec des incidences que peut-être mes collègues psychologues et psychanalystes pourraient analyser mieux que moi. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et épatant, on a le temps d'entrer en interaction, on a le temps de parler, d'ouvrir quelques questions. Alors, n'hésitez pas, il y a 3 questions SMS pour Monsieur Lachance. Alors, les 3 questions peuvent s'afficher, par exemple. Puis tout de suite après, on pourrait prendre 1 ou 2 questions dans la salle, sans problème. Vous ne parlez pas des phénomènes d'addiction liés aux réseaux sociaux chez les ados. Merci. Alors, il y a donc 2 autres questions. On peut les regarder tout de suite aussi, peut-être? Donc, phénomène d'addiction. Ce n'est pas un questionnement, mais plus une remarque. On parle beaucoup de bonne distance, mais il me semble important d'évoquer davantage la notion de juste proximité. Nous devons peut-être nous rapprocher d'eux de prime abord avant de s'en éloigner. D'accord? Et puis, troisième question. Au-delà des réseaux sociaux, les jeux vidéo en ligne ont-ils une fonction particulière dans le pacte de connexion au sein d'un groupe? Exemple de Fortnite. Pardon. Fortnite. Yes, in French, in the text. Fortnite, ça va. Alors. OK, je vais essayer de au mieux. Alors, la question de l'addiction. Pourquoi je n'en parle pas? Bon, pourquoi j'en en ai pas parlé? La première raison, tout simplement, parce que ce n'est pas dans mon langage disciplinaire. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle je ne parle pas d'addiction, c'est que je pense que pour parler d'addiction, il faut d'abord épuiser tous les registres de signification. Hein, c'est-à-dire que, mais je parle sous le contrôle de mes collègues, l'addiction apparaît justement lorsqu'on n'est plus dans une narration de soi. C'est-à-dire on est dans l'addiction à partir du moment où on le fait sans le savoir, sans comprendre, ou qu'on a une relation qualitative à l'objet, de dépendance intense. Alors, si on veut parler d'addiction, il faut vraiment vérifier à quoi on est addict. Parce que dire qu'on est addict au smartphone, pour moi, c'est un non-sens. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'activité? Pour moi, c'est un peu comme si on disait vous êtes addict au fait d'aller dans tel endroit, dans tel lieu. Vous êtes addict au fait d'aller dans la cour d'école. Vous êtes addict dans le fait... Mais j'aurais envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites dans cette cour d'école? Est-ce que c'est... Alors vous voyez où je veux en venir, c'est que si on vous raconte, j'y vais parce que c'est le seul endroit où je suis valorisé. Parce que, je peux le recouper avec ce qui est dit un peu sur ce qu'on dit sur les jeux vidéo, c'est que dans les jeux vidéo, quand même, ce qu'on voit dans les enquêtes qui ont été faites sur les gamers, quand on regarde par exemple des gens comme Vincent Berry ou Yann Leroux ou d'autres qui ont travaillé sur les jeux vidéo, c'est que la plupart du temps, c'est parce que c'est un lieu de forte reconnaissance, tout simplement.
C'est-à-dire qu'il y a des compétences qui sont valorisées. Parfois, on appartient à un groupe avec une compétence très particulière, très précise. Parfois, c'est un lieu parce qu'on peut montrer sa créativité et avoir des retours, validation, invalidation, qui est en permanence présent dans ces enquêtes. Et souvent, c'est mis en parallèle avec d'autres espaces où l'accès à la reconnaissance est très difficile. Très, très difficile. Et quand vous regardez des fois des parcours de gamers qui ont été très, très, très intensément impliqués, vous voyez, j'oserais même pas dire addicts, je préférerais dire qui ont été intensément happés par les jeux vidéo parce que ça leur octroyait quelque chose de fondamental dans la condition humaine qui s'appelle être valorisé, être aimé, pour des choses qui parfois nous dépassent parce qu'on n'arrive pas à voir quelles compétences ou pourquoi, qu'est-ce qui valorise exactement. La plupart du temps, les jeunes qui s'en sortent, et vous voyez des gamers qui s'en sortent, qui arrêtent ou qui mettent de côté les jeux vidéo, la réponse est quand même assez simple, je suis désolé, mais souvent c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé un autre espace de valorisation qui fait contrepoids. Et il y a deux choses, hein, c'est soit un travail ou c'est soit une copine ou un copain. Hein. Désolé, mais là, c'est ce qu'on voit dans les expériences. Alors, je ne dis pas que l'addiction n'existe pas, par contre. Et je sais, parce que pour parler avec les collègues psychologues qui travaillent sur ces questions. Donc, il y a effectivement des jeunes qui sont, j'ai envie de dire, dans la sensation pour la sensation, qui sont sortis du registre de la narration, qui ne suivent que l'histoire de leurs propres personnages qui vont jouer dans tel jeu va les importer moins que des sensations ressenties. Mais pour en arriver là dans un constat, il faut d'abord, à mon avis, prendre le temps de vérifier s'il n'y a pas encore du sens et de la signification. Et bien souvent, on se rend compte qu'il y en a. Est-ce que le sens qui est trouvé, la narration de cette signification va nous plaire? Est-ce qu'on va l'entendre parce qu'elle est sur un registre qui nous dépasse? D'avoir un pouvoir super pour tuer des gnomes dans un... Bon, peut-être que pour certains, c'est un peu abstrait, mais il faut presque étudier seulement la dimension symbolique de ce qui est mis en jeu là-dedans pour bien comprendre qu'est-ce qu'ils vont trouver comme reconnaissance. Et c'est bien souvent. Donc, c'est pour ça c'est la première raison, hein, pourquoi je parle difficilement d'addiction. Donc, je répète, je ne nie pas qu'il existe de l'addiction, mais moi, chez les jeunes que je rencontre, c'est pas ça qu'on voit. Ce sont des passions compulsives liées à des logiques de reconnaissance, la plupart du temps. C'est ce qu'on voit. Et l'autre souci qu'on a aussi, c'est que, vous savez, dans le sens commun, on va dire « je suis addict »,« je suis addict »,« je suis addict ». Mais qu'est-ce qui est derrière cette catégorie quand on dit « je suis addict » ? Est-ce qu'on est vraiment addict ou à quel degré? Parce que je peux vous dire que les récits de ceux qu'on a recueillis dans l'enquête sur le voyage que j'ai évoqué tout à l'heure, ceux qui cassent leur téléphone à l'autre bout du monde, oui, d'accord, ils font une crise. Mais elle dure entre 5 minutes et 2 jours. C'est-à-dire que le sevrage, si on veut parler en termes d'addiction, s'effectue assez rapidement. Donc, je ne dis pas que certains ne s'en sortent pas, mais il y a beaucoup de récits dans lesquels les gens se disent addicts et quand ils font l'expérience de la déconnexion, ils changent très rapidement d'avis. Et je vais vous dire le fond de ma pensée un peu là-dessus, c'est que si vous avez travaillé avec des gens qui sont addicts à des produits, moi, je trouve ça, franchement, il faudrait trouver un autre mot. Parce que d'assimiler des gens qui ont des problèmes avec des produits toxiques, avec des addictions qu'on connaît, des comportements qu'on connaît, des conséquences qu'on connaît, à des gens qui ont du mal à se décoller de leur écran, OK, peut-être, mais je pense qu'il y a là un glissement et un risque. Et quand je dis un risque, même dans nos façons d'accompagner ces personnes, je ne suis pas sûr que de les mettre sur le même registre soit, pour parler en bon nord-américain, efficace.
Hein? Je ne suis pas persuadé de ça. Mais je pense qu'effectivement, il y a des jeunes qui sont dans le registre d'addiction, mais ce n'est pas probablement la majorité. Je pense qu'il faudrait peut-être, voilà, la nomophobie, par exemple, qu'on utilise comme mot pour dire une forme de dépendance au smartphone ou autre. La question de la proximité. Oui, c'est un commentaire. Écoutez, Bonne distance ou bonne proximité? Bonne distance, oui. Pour moi, quand je dis bonne distance, c'est pas bonne séparation, hein, ça peut être proximité, éloignement, mais je pense que surtout sur ce que j'ai voulu insister, c'est sur l'espace, hein, sur l'espace qui est disponible, sur l'espace qui est possible. Et c'est ça que j'interroge surtout, c'est que le problème dans la connexion, c'est que, évidemment, la raison première qui est donnée pour garder des jeunes connectés, c'est la sécurité. Bon, ça, on ne sera pas surpris. Le problème, c'est que lorsqu'on fait les enquêtes sur ce que c'est supposé apporter aux adultes, c'est-à-dire une forme de sécurité, mais aussi de plus en plus aux enfants qui vont parfois aussi le demander comme une forme de sécurité. Je me rappelle avec des enfants qu'on a interrogés de 8 à 11 ans qui disaient « Ah non, mais moi, je n'ai pas encore de smartphone, mais quand je vais être plus souvent seul, loin de papa et maman, ça va être important pour pas que je sois en danger. » Alors, c'est intéressant, l'enfant a 9 ans ou 10 ans, et déjà, il associe le smartphone à une forme de sécurisation. Le problème qu'on voit, c'est qu'il y a un déplacement du sentiment d'insécurité, c'est qu'à un moment donné, ce n'est plus l'effet de séparation qui est insécurisant, c'est le fait que la connexion n'est pas réactivable. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement. Et en fait, on voit de façon, pas chez tout le monde, mais dans les enquêtes, on voit quand même que souvent, on va nous dire, mais finalement, ce qui fait peur, ce n'est plus la séparation, c'est le fait qu'à un moment donné, je comprends que le lien à distance n'est pas réactivable. Alors, vous voyez, il y a quand même une différence entre se dire « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant actuellement? » et de dire « Ah, mais il ne peut pas m'appeler parce qu'il est déconnecté. » Et c'est ça qui est un peu glissant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un changement de registre sur ce qui insécurise les adultes. Alors, bon, là, je m'éloigne peut-être un peu, parce qu'on pourrait aussi parler, quand vous parlez de bonne proximité, c'est aussi, je pense, le fait qu'on est ensemble et qu'une des deux personnes sort son téléphone portable et vient couper en quelque sorte la relation de proximité. Et moi, en tout cas, dans le dernier ouvrage que j'ai écrit, je dis il faut réinstaurer, mais en fait, je mets des mots sur des choses que certains d'entre vous, vous faites déjà, c'est de réinstaurer des rituels de déconnexion pour justement travailler cette proximité. Mais attention, un rituel de déconnexion, pour moi, ce n'est pas « je te coupe la Wi-Fi à 22 heures ». Rituel de déconnexion, c'est un espace de négociation. Justement, c'est de discuter, de dire « est-ce qu'on ne pourrait pas s'entendre ensemble pour se dire qu'à tel moment, on va être déconnecté ». Et je ne pense pas que la réussite de cette expérience de déconnexion soit vraiment importante. Je pense que le plus important, c'est le mouvement de négociation de la déconnexion, juste pour pouvoir parler de qu'est-ce qui est important ou non. C'est-à-dire que si vous avez instauré un rituel de déconnexion de façon démocratique, et que tout le monde est d'accord, et que vous êtes autour de la table, et que, je ne sais pas, Marc a envie de rester connecté à un moment donné parce que, bon, il est sur un truc avec une fille, et puis là, ou un garçon, bon, je ne sais pas, et bon... C'est chaud. Ben, c'est pas mal s'il dit, mais oui, mais je veux rester connecté. Ah oui, mais il faut que tu en parles avec le groupe. Pourquoi tu veux rester connecté? On a notre pacte de déconnexion en groupe. Alors, ça peut devenir une façon aussi de ne pas interdire, mais de pouvoir discuter ensemble de qu'est-ce qui est important, de qu'est-ce qu'on laisse entrer dans des moments de proximité. Non? Alors, il reste une question par SMS, et puis ensuite on va enchaîner, si vous voulez bien. Alors, une dernière question. Donc, il n'y a pas de conséquences sur la santé dans une consommation déraisonnée des écrans.
Avec une réponse rapide, s'il vous plaît. Non, je ne dirais pas ça. Mais c'est vrai que c'est souvent des choses qu'on me renvoie parce que, bon, encore une fois, c'est dans le champ disciplinaire de mes collègues et puis on le sait que ça peut avoir des conséquences. Donc, évidemment, on le sait sur la vue, Mais d'une certaine façon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la question que je poserais d'ailleurs reposerais encore à mes collègues de d'autres champs disciplinaires, c'est toute forme d'excès est mauvaise par définition. Donc là, on n'inventera rien avec les technologies de l'information et de la communication. Mais encore une fois, soyons quand même prudents. Moi, c'est ce que j'invite simplement, c'est cette prudence à la corrélation rapide entre technologie de l'information et n'importe quel phénomène qui existe aujourd'hui. Parce que lorsqu'on discute, on a toujours l'impression maintenant que beaucoup de comportements, de phénomènes, de problèmes sur la santé, de problèmes identitaires, etc., beaucoup de choses sont corrélées très rapidement avec la connexion. Alors, peut-être, mais je pense que ça nous demande de faire un examen beaucoup plus général de tout ce qui est autour. Et moi, je vais vous dire, je pense que le vrai souci contemporain, ce ne sont pas les technologies de l'information et de la communication, c'est quelque chose qui les dépasse, mais que les technologies amplifient, c'est le rapport au temps qu'on a, le rapport au temps TEM-PS, question d'urgence, la peur du vide, qui ne sont pas créées que par les technologies de l'information et de la communication, mais qui vont venir amplifier quelque part. Merci.